Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce vendredi en Loire-Atlantique, la grève des médecins a-t-elle mis en difficulté les urgences à Nantes ce vendredi? Nous sommes allés prendre la température au CHU. Les bailleurs sociaux investissent dans des innovations destinées à réduire la facture énergétique, mais qui augmentent parfois la note des locataires. Enfin, nous irons voir le NRB avant la réception de Toulouse. Ce week-end, objectif réveil en championnat pour les déferlantes. Les médecins généralistes, spécialistes et chirurgiens étaient en grève ce vendredi. Ils continuent de protester contre la généralisation du tiers payant, l'une des mesures phares du projet de loi de santé porté par Marisol Touraine. Une grève des soins suivie également par SOS Médecins, obligeant les patients à composer directement le 15 en cas de problème de santé. Comment les urgences ont-elles géré ce vendredi noir? Réponse avec ce reportage d'Éric Egon. Cabinet médical fermé, SOS Médecins sur répondeur, les médecins libéraux sont en grève. Pour se soigner en ce vendredi 13, il fallait donc faire le 15. Afin de répondre aux nombreux appels supplémentaires, les effectifs du standard du SAMU de Loire-Atlantique se sont donc renforcés et sont passés de 10 à 18. C'est déjà arrivé, bien sûr, notamment au cours du précédent mouvement de grève des médecins généralistes. Et puis, un nombre important de praticiens et d'assistants sont présents de façon habituelle aux horaires d'apparence des soins, les samedis, dimanches, par exemple, où ce sont des jours où on a déjà des activités qui sont superposables à celles qu'on a aujourd'hui. À 15h cet après-midi, le standard du SAMU a fourni l'activité qu'elle atteint normalement à minuit, une charge de travail supplémentaire d'environ 30 à 40%. Et c'est le panel d'activités, ça peut être du simple conseil médical à la prise en charge des patients les plus graves. Aujourd'hui, en raison de la fermeture des cabinets de médecins de ville, on a une activité qui est plus axée sur la médecine générale et sur du conseil médical ou des situations qui ne peuvent pas toujours attendre le lendemain l'ouverture du cabinet médical et qui peuvent conduire à des transports vers des structures d'urgence ou des sollicitations des médecins non grévistes quand on arrive à trouver des cabinets de ville qui sont ouverts. Les députés examineront la semaine prochaine le projet de loi santé de la ministre Marisol Touraine. De nouveaux mouvements de grève sont attendus. Accord de mai après l'accident qui a coûté la vie à 2 salariés sur le site de la centrale. Une enquête est toujours en cours pour tenter de comprendre les causes de ce drame et déterminer d'éventuelles responsabilités. Mardi dernier, 2 salariés ont fait une chute mortelle alors qu'ils intervenaient sur une passerelle. Je vous propose d'écouter l'émotion du directeur de la centrale, Denis Florenti, très affecté par cet accident. Il est au micro d'Éric Egon. Personnellement, je suis touché parce que nous faisons depuis des années des efforts en matière de sécurité pour prévenir les risques qui sont présents sur une installation industrielle comme la nôtre. Nos résultats s'amélioraient depuis plusieurs années et puis voilà. Malgré tous nos efforts, il faut rester humble parce que dans certaines circonstances, on n'est pas à l'abri du pire. Donc c'est très décevant, mais il faudra prendre les conséquences de ce que va nous enseigner les résultats de l'enquête. Vous l'avez sans doute ressenti, les hivers sont de plus en plus doux, mais aussi plus longs ces dernières années. Des conditions météorologiques qui encouragent les bailleurs sociaux à innover en termes d'isolation et de chauffage. Ces investissements font baisser la facture énergétique, mais pas forcément la note pour les locataires. Les coûts peuvent même devenir prohibitifs pour une partie du public. Les explications de Cédric Manet. Au Dervalière, l'appartement HLM de Guylaine Patron est chauffé à 19 degrés au gaz naturel par un système collectif. Elle avance 700 € par an. Et chaque année, sa facture est ajustée en positif ou en négatif. Les variations sont autant dues à des hivers doux qu'au prix très variable du gaz naturel. C'est pour ça que dans notre parc, on met en place progressivement d'autres sources d'énergie, que ce soit les panneaux solaires, la géothermie, les chaufferies bois, justement parce qu'on sait que les énergies fossiles, on a beau essayer d'avoir le meilleur fournisseur, c'est des énergies dont le prix a tendance à grimper en permanence. Reste que ces innovations ont un coût important qui plombe les loyers et les charges de chauffage des locataires. Ça peut engendrer quand même des différences sur les charges de chauffage. Et c'est vrai que certains locataires qui habitaient un logement ancien et qui du coup ont subi une réhabilitation se retrouvent parfois avec des charges qui augmentent, des charges de chauffage, et qu'ils n'avaient pas forcément eux prévu de fonctionner comme ça. Une variable importante pour les budgets les plus fragiles. Certains locataires hésitent ainsi à accepter des logements plus récents pour ne pas voir leurs charges augmenter. À Naoned, la langue bretonne gagne du terrain. Ces derniers mois, les cours de breton battent des records d'affluence. Exemple dans l'association Kenteliou Anloz, cours du soir en français. Depuis 30 ans, ces animateurs enseignent la langue des Trianes et d'Anatole Lebras. Et jamais les salles de cours n'ont été aussi fréquentées. C'est un reportage d'Éric Egon. Red et Vodéa,
Obergulennu en Neil Uzegile. Au choix. Dans notre association, on propose des cours de breton pour adultes principalement, mais aussi des activités de loisirs en breton pour compléter tout ce que les adhérents apprennent en cours du soir. On peut trouver du théâtre en breton, des ateliers chant en breton, des balades, des cafés bretons et puis plein d'autres choses. Il y a de plus en plus d'adhérents, les gens sont de plus en plus intéressés par la langue bretonne et la culture bretonne en général. L'année dernière, on était à 300 adhérents, dont environ 200 personnes qui apprennent la langue bretonne. Les autres participent plus à des activités de loisirs et sont des gens qui parlent déjà le breton. Agleiz din, à ma gauche. Agleiz din. Et moi, c'est voilà, à gauche, à moi. Agleiz din. J'ai un petit-fils qui va bientôt rentrer à l'école d'Iwan. Donc j'ai envie de pouvoir communiquer avec lui quand il va commencer à parler breton. Vous êtes bretonne ? Bien sûr, je suis née à Nantes. C'est une langue qui permet une ouverture d'esprit, une ouverture sur une culture différente. Puis il y a aussi le côté revendicatif, parce qu'effectivement, apprendre le breton à Nantes, ça veut dire quelque chose. Adrien Dinma. Adrien Dinma. Yacine Bamou a vécu une très belle soirée avec sa sélection jeudi soir. L'attaquant du FC Nantes a offert aux supporters marocains son premier saut de main et surtout son premier but avec les Lions de l'Atlas. Face à la Guinée équatoriale, le meilleur buteur du FC Nantes a inscrit le deuxième et dernier but de la soirée. Le Maroc s'est imposé 2-0 dans ce match aller des qualifications pour la Coupe du Monde. Et puis Yacine Bamou retrouvera ensuite ses coéquipiers nantais pour le déplacement à Monaco. Ce sera samedi 21 novembre pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Il y a quelques jours, le NRB donnait une leçon de basket aux Hongroises de Pécs, une victoire de 26 points, 88-57, qui a impressionné le public de Mangin-Beaulieu. Mais si les joueuses d'Emmanuel Queret flambent en Coupe d'Europe, c'est un tout autre visage qu'elles présentent en championnat avec seulement 2 victoires en 6 rencontres. Une mauvaise passe que les déferlantes vont tenter d'oublier ce week-end face à Toulouse, l'avant-dernier du championnat. Olivier Caillé. Quelques applaudissements en début d'entraînement pour saluer un retour, celui de Shona Sorburn. Plus de 2 mois que la meneuse canadienne attendait de refouler le parquet de Mangin-Beaulieu. Victime d'une fracture du péroné en août dernier, elle avait dû se contraindre à manquer le début de saison avec son club. J'ai hâte qu'elle revienne parce qu'elle va nous amener sa science du jeu. Et surtout, on va voir notre équipe qu'on a construite et on va voir quel visage elle a. Mais bon, on va voir ça tranquillement. Après, d'abord, il y a Toulouse où elle ne sera pas là et puis après, on va remettre tout ça en place. Car la Canadienne est encore juste pour être alignée en compétition. Dommage pour le Nantes Rosé Basket. Bien que très à l'aise en Coupe d'Europe, les joueuses d'Emmanuel Queret sont à la peine en championnat. Après 6 journées, elles n'ont gagné que 2 fois pour 4 défaites et restent sur 2 revers. Le championnat de France est beaucoup plus dense, beaucoup plus physique et surtout sanctionne plus nos erreurs. Je pense qu'on a un groupe plus jeune avec un peu moins d'expérience de ce championnat. Et puis on va dire qu'on n'a pas non plus beaucoup de réussite sur ces championnats. On a un petit peu plus de réussite en Coupe d'Europe. Mais la réussite devra revenir en championnat dès demain soir face à Toulouse, un concurrent direct pour le maintien, si le NRB ne veut pas se compliquer la tâche. Si on gagne, on est à 3-4 et bon, on va dire dans les temps. Par contre, si on perd, on va commencer à se rapprocher du fond et c'est ce qu'il ne faut surtout pas, surtout cette année où il y a 3 descentes. Je pense que ce match de Toulouse, déjà, on a envie de le gagner. On est à la maison, donc ça, il va falloir qu'on s'appuie là-dessus avec nos supporters. Et après, voilà, il va falloir qu'on fasse un match sérieux, qu'on rentre dedans et je nous souhaite une adresse aussi belle que mercredi dernier. Lors de la victoire 88-57 face à Pécs en Coupe d'Europe. Et puis un mot de tennis, puisque samedi, ce sera le grand jour pour le SNUC. Le club nantais va faire ses débuts en National 1A, l'équivalent de la 2e division du championnat interclub du tennis français. Une promotion rendue possible par plusieurs défections dans la division, alors que le SNUC évoluait en N1B la saison passée et avait assuré son maintien. C'est la première fois de son histoire que le club va évoluer à ce niveau. Et pour cette entrée en matière, les coéquipiers de Gleb Zakharov se déplacent au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com, mais également sur Facebook et Twitter. Je vous souhaite un très bon week-end sur notre chaîne et à lundi. Très bon week-end.